Voici Compte complet extra avec Alain Usereau et Mark Griffin. Bienvenue à ce balado extra. Alain Usereau en compagnie de Mark Griffin pour Compte complet spécial transaction. C'est terminé. Marc, c'était une journée complètement folle. En fait, un 48 heures complètement fou, si je puis dire. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si on parle du marché comme tel, on se doutait que c'était pour être un marché qui était pour être très onéreux pour les acheteurs, même avant les 48 dernières heures. Tu te rappelles, on avait vu Hunter Harvey, puis on avait regardé le prix payé par Kansas City, puis on s'était dit « Oh, monsieur, ça va coûter cher! » Pas exact. Puis écoute, ça s'est confirmé, effectivement. Là, on va en glisser un mot, mais je pense à la transaction de Kikuchi, par exemple, qui s'est retrouvé avec les Astros de Houston, où on a payé très, très cher. Donc, ça prouve effectivement que là, la demande était forte pour les releveurs et les lanceurs, entre autres choses. Mais je tiens à souligner, Alain, qu'il y a eu plus de 50 releveurs qui ont changé d'équipe. Là, j'inclus évidemment certains releveurs qui étaient dans les ligues mineures, là, mais c'est quand même même pas mal de transactions au cours des dernières heures. Bon, on va commencer avec faut faire la Ligue américaine. On va commencer avec les Blue Jays de Toronto. 8 joueurs sont partis. Il y en avait 6. Les 6 qui devenaient joueurs autonomes. On se doutait qu'ils étaient sur le marché. Ils sont partis. Il y en a 2 autres où on s'y attendait peut-être un petit peu moins. Là où les Blue Jays, en tout cas, ont reçu énormément de fleurs, là, c'est pour la transaction impliquant Kikuchi avec les Astros de Houston. Il y a 2 gars qui s'en viennent tout de suite avec l'équipe. Exact. Et puis, ça, ce qui est à souligner, c'est que les partisans des Astros sont pas contents. Ça, c'est la même organisation que signé Josh Hader à long terme. Hein, Alain, faut souligner. Mais, écoute, on aimait Kikuchi de toute évidence. On était prêt à payer ce prix-là. Beau travail de l'organisation des Jays. Je regarde les joueurs obtenus là, dans toutes les transactions, dont évidemment les 3 dans celle de Kikuchi. Effectivement, il y a de très bons athlètes. Ce que je remarque globalement, c'est qu'il y a de bons athlètes. Pas tant de puissance, outre la transaction qui a envoyé Connor Falefa aux Pirates de Pittsburgh, où là, on a obtenu un joueur qui a quand même une belle puissance. Mais ce que je remarque, Alain, c'est qu'on est allé chercher des joueurs. Bon, ça va peut-être te plaire un peu, là, mais c'est des joueurs qui ont de bonnes moyennes de présence sur les buts. C'est des joueurs qui ne sont pas retirés sur des prises souvent. Ce sont de bons athlètes, autrement dit, qui semblent être des joueurs complets. Écoute, sur les 14 joueurs que les Blue Jays, ou 13 joueurs que les Blue Jays sont allés chercher, il n'y a que 3 lanceurs. Donc, ce sont la majorité des joueurs de position qu'on a voulu regarnir, si vous voulez, le réseau de filiales des Blue Jays de Toronto. Et même si je ne suis pas le plus grand partisan, évidemment, de Ross Atkins, force est d'admettre que les Blue Jays ont fait quand même du très bon travail parce que tu regardes la liste des 8 joueurs qui ont quitté, il y en avait seulement quelques-uns là, qui n'étaient pas admissibles à l'arbitrage dans tout ça. Donc, la majorité allait quitter de toute façon à la fin de la saison où il fallait renégocier, évidemment, éventuellement. Les gars venaient joueurs autonomes. Donc, honnêtement, beau travail d'organisation à ce niveau-là. Je changerais quand même d'organisation. Là. Je ferais quand même un ménage au 2e étage, mais le travail a été bien fait. Oui, écoute, Marc, ce qui est remarquable dans ce qu'on a fait, à mon avis, c'est que ce ne sont pas des joueurs de niveau, tu sais, de niveau débutant. Excuse-moi, c'est peut-être le mauvais terme, là, mais qui n'en sont pas à leur début professionnel ou qui sont proches du baseball majeur. Et c'est en fonction de 2025. Donc, on dit aux partisans, regardez, là, on s'était parti de joueurs, mais on n'a pas touché à des gars qui vont composer le noyau pour l'année prochaine. Bichette va être encore là, même si probablement il ne serait plus là, à mon avis, s'il n'avait pas été blessé. Mais on va avoir quand même Guerrero au centre de tout ça. Puis quelques autres sur lesquels on va baser. Je pense que Horwitz est en train de se bâtir là, quelque chose d'intéressant. Varsho va être encore là. Springer va revenir avec son contrat. Il y a quand même quelques meneurs là, pour entourer ces jeunes-là s'ils arrivent l'année prochaine. Oui, exact. Mais de toute évidence, il va y avoir un travail à faire durant l'hiver parce que, ce sont des joueurs, effectivement, qui ont un beau potentiel, qui sont maintenant dans l'organisation. Donc, on vient d'ajouter une belle profondeur, mais il va quand même manquer des pièces maîtresses. Là. Ça va prendre, selon moi, un autre receveur. Ça va prendre, mais effectivement, les Gausman va être de retour. Des joueurs qui ont été signés, évidemment, à long terme, ou en fait, pour quelques années, vont être de retour. Donc,
On vise de toute évidence 2025. On se lance, là, je ne sais pas si là, c'est la dernière chance de cette organisation, là, je pense au niveau de la haute direction au baseball, mais on se lance pour 2025 avec ce qu'on a présentement en place. On vient d'ajouter des jeunes. On va sûrement aller faire d'autres mouvements personnels au cours de l'hiver, mais c'est clair, surtout de la façon dont Vlad s'est mis à frapper au cours des 2 dernières semaines. Là, c'est le vrai Vlad Guerrero de 2021 qu'on est en train de revoir. Donc ça, c'est rafraîchissant pour les partisans des Blue Jays de Toronto. Là. Bon, on demande dans l'Est américain les Orioles de Baltimore, Marc. On est allé chercher 2 lanceurs partants. On parle des acquisitions principales. On est allé chercher des releveurs. On en a 3 qui étaient avec les Phillies l'année passée, qui se retrouvent maintenant avec les Orioles. Ça, j'inclus Craig Kimbrell qui était là l'année passée. Grégory Soto va se joindre à l'équipe de même que c'est Anthony Dominguez. Par contre, est-ce qu'on a vraiment réglé le problème du releveur numéro 1 de l'équipe, à moins qu'on veuille donner ce rôle-là à Grégory Soto, qui l'a déjà rempli, ce rôle-là, avec les Tigers de Détroit, et qui s'est rendu au match des étoiles avec ça. Je ne sais pas si c'est un coup de dé de la part des Orioles, mais je suis un petit peu inquiet de ce moi, j'ai l'impression, Alain, que ça va être un comité. On est allé chercher des bras de qualité. Dominguez, on avait Kimbrell. Si tu viens de parler de Soto. Donc, j'ai l'impression qu'on va jongler avec en termes de qualité de bras, en termes du nombre de qualités de bras, que de cibler un joueur. Peut-être que ça va un joueur qui va se démarquer des autres éventuellement. J'ai pas haï ce que les Orioles ont fait. On avait des besoins. Tu as parlé de partant, Zach Eflin. On a payé quand même très cher pour Trevor Rogers. Mais on avait le réseau de filiales pour le faire. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Où je me questionne un peu pour les Orioles, Alain, c'est les joueurs de position qu'on est allé chercher à la toute fin. Je sais qu'on a échangé Austin Hayes, mais on se retrouve avec des joueurs qui on est allé chercher, des Eloy Jimenez, entre autres choses, et Austin Slater. Donc, c'est pour venir compléter. En fait, la bonne nouvelle du côté des Orioles de Baltimore, c'est qu'avec tous ces changements et ces transactions, c'est qu'on a rappelé Jackson Holliday. Alors, on va le revoir de nouveau dans le baseball majeur. Oui. Écoute, on n'a pas touché au Big Four. Tu sais, je parle des... Tu sais, les jeunes qui sont arrivés, là, je pense à Cowher, je pense à Westberg, Holliday, évidemment, et puis Kjerstad. Donc, on n'a pas touché à ces 4-là. Star Wars, c'était ceux qui étaient pour partir, Marc. J'aurais été énormément surpris s'il était demeuré dans Et Connor Norby qu'on a donné aussi, Alain, Connor Norby qu'on a donné aussi pour, évidemment, Trevor Rogers. Il était le prospect numéro 5 de l'organisation des Orioles de Baltimore. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on a quand même payé assez cher avec Star Wars pour l'obtenir, mais... On l'a dit, c'était le prix à payer. Là, si on regarde Kikuchi, c'est ça. C'était le prix à payer pour avoir un lanceur partant de qualité. Bon, les Yankees de New York, Marc, la question que je te pose, est-ce que le dossier Garrett Cole est venu changer les plans des Yankees? Parce que là, on parlait peut-être que Cortés serait disponible. On voulait peut-être un partant de plus haut niveau. Mais tu échanges Nestor Cortés pour avoir un partant. Tu n'es pas plus avancé que tu l'étais. Tu vas avoir besoin des manches de Cortés quand même. Donc, je me demande si ça n'a pas changé les plans des Yankees. Écoute, moi, les Yankees étaient sur Jack Flaherty. Semble-t-il qu'ils n'ont pas aimé l'examen médical qui aurait pu faire basculer un peu une transaction du côté des Yankees. Donc, évidemment, on reviendra avec Flaherty plus tard puisqu'il était avec les Dodgers. Mais donc, on était dans le coup. C'est sûr que Garrett Cole, fatigue, c'est sûr que c'est venu un petit peu du champ gauche. Je ne sais pas à quel point ça a changé la donne du côté des Yankees. J'étais un peu surpris qu'on n'ait quand même pas trouvé le moyen d'aller chercher un autre lanceur partant. Mais force est d'admettre que Jazz Chisholm a un impact immédiat avec l'équipe. Ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que Chisholm, 2 choses. Un, c'est qu'il amène un certain caractère avec cette équipe-là. Il aime avoir l'attention vers lui, puis c'est correct ainsi. Beaucoup aimé son attitude. Ça te tente-tu de jouer au 3? Tu veux-tu jouer au 3e but? Absolument. Alors que Torres dit non, moi, je veux rien savoir. Et évidemment, il a frappé, il y a 2 matchs de 2 coups de circuit depuis qu'il est arrivé. Là, il ne pourra pas maintenir ça, mais j'aime l'énergie qu'il apporte, j'aime la profondeur qu'il apporte dans un rôle offensif qui, à un moment donné, on trouvait qu'avec l'absence de Stanton, à un moment donné, c'était difficile. Là, je trouve que c'est un geste qui pourrait être très payant parce que, Alain, l'échantillon n'est pas très élevé,
Mais ce que j'ai vu de lui au troisième but, s'il s'y plaît, s'il aime ça, je pense que les Yankees vont en faire un très bon coup avec Jazz Chisholm. Oui, c'est ce que je pense aussi. Bon, accessoirement, on a acquis 2 releveurs, Mark Leiter et Eniel De Los Santos. Ferguson est parti, il n'y a rien de surprenant là-dedans, Marc. On ne l'a jamais senti à l'aise avec les Yankees de New York. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de raison de s'attarder là-dessus. Là. Écoute, les Rays de Tampa, ce qu'on a dit sur les Blue Jays de Toronto, on pourrait peut-être le répéter. C'est un consensus que les Rays ont très, très bien fait dans cette période de transaction. Écoute, on est allé chercher 2 joueurs à haut potentiel. Moi, c'est ce que je retiens en Morel et Carlson. Tu sais, les partants, là, les partants qui ont été blessés commencent à revenir. Là. Jeffrey Springs qui est revenu. Ce ne sera pas parfait cette année, Marc. C'est correct comme ça. L'année prochaine, on risque d'avoir une des meilleures rotations. Et là, ben, peut-être qu'à l'attaque, Marc, on ne souffrira pas tant que ça si Morel et Carlson, comme plusieurs joueurs font quand ils arrivent avec les Rays, s'ils s'éclatent avec Tampa Bay. T'sais, on l'a dit, Alain, il y a une seule organisation qui agit comme les Rays. Là, vous allez dire, ouais, mais les Marlins ont liquidé, puis bon, oui, je comprends, mais c'est parce que les Rays font des transactions, mais sont toujours dans la course l'année suivante. Donc, c'est pas une vente de feu là, du côté des Rays, c'est que c'est réfléchi, c'est pensé, c'est de cette façon-là qu'on fonctionne. C'est un peu frustrant si vous êtes partisan des Rays, de voir des Arrows Arena quitter, puis on sait trop bien lorsqu'on a couvert les Expos de Montréal assez longtemps, là, mais ça, c'est risqué. On doit sûrement avoir des doutes de temps en temps dans l'organisation des Rays, mais ça fonctionne. Alors, tu l'as dit, Alain, ça va être un des personnels de partant les plus complets l'année prochaine. Alors, les Rays, chapeau. Les Rays, certes, une des équipes qui a fait très bien durant cette période de transaction. Oui, écoute, Morel a déjà frappé son premier coup de circuit. Marc, Dylan Carlson, bon, les Cards avaient plusieurs... manquaient de position, je pense, pour certains, tu sais, tout ce groupe-là qui est arrivé en même temps, là, ou à peu près, là, avec les Gorman, Donovan, Notebar, Burleson, etc. Il n'y avait plus de place pour Carlson. Puis on lui souhaite qu'avec les Rays, ben, il puisse s'éclater. Les 2 gros noms qui sont... Il y en a plusieurs noms qui sont partis intéressants. Eflin pourrait surprendre parce qu'il avait signé avec Tampa pour revenir dans son coin. Il est de la région de Tampa Bay. Mais en raison de ce qu'on vient de dire, Marc, on n'avait peut-être pas besoin de lui pour l'année prochaine. T'sais. Et pour Jason Adam, on a eu un très, très bon retour des Padres de San Diego. Bien, on va revenir sur les Padres, mais les Padres, encore une fois, ont vidé leur réseau de filiales. En 2024, c'est pas moins de 12 joueurs, les 12 meilleurs joueurs d'avenir sur les 15 premiers qui ont été échangés. Alors, effectivement, le retour d'Adam était énorme. Oui. Et pour les Red Sox de Boston, Marc, regarde, on va dire la même chose avec les Mets tantôt. Là, ce sont des ajouts accessoires qu'on a fait. On ne voulait rien bousculer. Peut-être ce qui est le plus intéressant, Marc, on parlait de potentiel. Quinn Priester, il y a quelqu'un chez les Red Sox qui l'aimait beaucoup, ça c'est clair. C'est un ancien choix de première ronde des Pirates de Pittsburgh. Il y avait Bailey Falter qui revenait. Il n'y avait plus de place dans la rotation pour lui. Donc, Priester... Les Red Sox ont lancé des dés dans son cas. Oui, exactement. Puis, mine de rien, on est allé chercher une coupe de releveurs intéressants du côté des Red Sox. Lucas Sims, Luis Garcia, aussi des Angels. Alors ça, on vient solidifier un aspect. J'aurais peut-être pensé, Alain, voir un joueur de milieu d'avant-champ atterrir avec les Red Sox. Mais bon, on a décidé d'aller avec ce qu'on avait à l'interne, ce qui est correct aussi. Mais... c'est une drôle d'organisation, les Red Sox. Hein? Est-ce que c'est un gros marché ou c'est plus un gros marché? Parfois, on semble un peu... on peut diviser là-dedans. Là. Oui, mais regarde, dans 4 ans, on s'en reparlera, Marc. C'est une nouvelle administration. Theo Epstein est en train de se refaire tu sais, il fait partie maintenant du groupe de propriétaires. Je pense qu'on est en train de refaire le réseau de filiales. Je pense qu'on sait où on s'en va. On n'était pas prêt, je te dirais, à sacrifier des actifs importants. Donc, c'est là qu'on était. Dans 4 ans, Marc, si ça ne marche plus, on s'en reparle. C'est bon, excellent. Je prends ça en note. Du côté des... C'est bon. Bon, les Guardians de Cleveland, Marc, on ne s'attendait pas à ce que ça bouge tant que ça dans la centrale pour les équipes les équipes de tête, là. L'équipe qui a plus surpris, à mon sens, ce sont les Royals qui, eux, voient une opportunité. Ils ont décidé de se lancer dedans. Du côté de Cleveland, on avait besoin de partants
Puis on est allé chercher Alex Cobb et non négligeable, Lane Thomas. Moi, je trouve ça intéressant, même si c'est moins spectaculaire que peut-être d'autres équipes dans d'autres sections. Moi, j'ai adoré cette transaction-là. Thomas vient parfaitement se mouler au style des Guardians. Ça, j'aime ça beaucoup. Et j'ai l'impression que lui va avoir un impact plus important sur... parce qu'évidemment, son style... Il a démontré de la puissance au cours des dernières années, un peu moins cette année, mais de la vitesse, très athlétique. Moi, je pense qu'il va très bien compléter, évidemment, ce qui se passe avec les Guardians. Oui, Thomas et Cobb qui n'a pas lancé, mais il est sur le point de revenir. On a besoin de partants, là. Aussi étonnant que ça puisse paraître, son premier sans la tenue de ce qui était supposé être leur force. On n'a vraiment pas bougé beaucoup chez les Twins du Minnesota. On se fie surtout sur le fait que les joueurs qui sont en place vont faire le travail. Sans dire qu'on a un surplus. On a quand même des options, mais il y a deux choses, Marc. Trevor Richards va donner des manches, mais on l'a mentionné à quelques reprises. Ça va prendre un Pablo Lopez qui lance mieux qu'en première moitié de saison, puis un Royce Lewis en santé. Si on a ça, il n'y aura pas de problème. Les Twins étaient la seule équipe qui n'avait pas bougé jusqu'à peu près moins d'une heure, une heure et quart de la date limite lorsqu'on a fait l'acquisition de Trevor Richards. Alors, les Twins qui se fient effectivement à l'interne à ce niveau-là. Oui. Bon. Les Royals de Kansas City, Marc, on est allé chercher des bras qui ont du gaz. Urseg, il n'est pas très, très connu, Marc, mais ça vient vite. Dans le cas d'Urseg, Hunter Harvey aussi, on connaît la qualité de son bras. Lorenzen, on reparlera des Rangers du Texas tantôt. On s'est donné beaucoup de profondeur. Et Paul DeJong, c'est drôle, j'ai lu, de la profondeur, est-ce qu'on va le faire jouer régulièrement? Moi, il me semble qu'avec la saison qu'il connaît, c'est pas sur le banc qu'il jouerait. Bien, c'est sûr. Il a démontré beaucoup de puissance cette année. On va certes le tester dès le départ, selon moi. Une équipe qui est complètement transportée par Bobby Witt Jr., qui joue du baseball, ma foi, incroyable, là, encore, certainement depuis la pause du match étoile, c'est encore mieux. Mais pas un gros marché, les Royals, mais ils ont effectivement comblé les besoins qu'ils avaient ciblés à ce niveau-là. Alors, ça va leur donner... moi, honnêtement, là, je pensais pas que ça allait se poursuivre du côté des Royals de la façon dont, après leur début de saison. Ouais. Chapeau de voir cette organisation et je pense qu'il va falloir vraiment les prendre au sérieux là, dans le dernier droit. Ils ont 5 partants en santé, Marc. Exact. Si tu veux savoir pourquoi ils sont là, je ne cherche pas plus loin. Là, leurs 5 partants sont en santé actuellement. Donc, puis s'il y en a un qui se blesse, Lorenzen est prêt à prendre la relève. Là, Alec Marsh, là, qui va pas trop mal comme 5e partant. Avant de passer aux Tigers, on va penser aux White Sox de Chicago. On s'attendait à une petite vente de feu. Il n'y en a pas eu peut-être autant que certains auraient cru. Luis Robert, notamment, et Garrett Crochet sont toujours avec l'équipe. Dans le cas de Crochet, Marc, on va s'attarder à son dossier lors de notre prochain balado parce que ça va un petit peu plus loin que l'offre et la demande. Il y a Crochet qui a eu des demandes et moi j'ai l'impression que c'est le genre de choses qu'on pourrait revoir un petit peu plus tard. Donc, on va peut-être élaborer un peu là-dessus et je pense à Josh Hader quand je pense à ce qui est arrivé à Garrett Crochet. Ceci étant dit, Jiménez, je ne m'attendais pas à ce qu'il parte nécessairement. On a obtenu un joueur du baseball majeur qui va jouer actuellement, c'est Miguel Vargas. Il ne faut pas oublier que Vargas, c'est un gros prospect l'année passée avec les Dodgers. Oui, bien c'est ça. Ils ont fait un travail honnête, je te dirais. Dans le cas d'Jiménez, c'est carrément, on a laissé aller un salaire. Il y a des joueurs qui ont quitté. C'est correct. Honnêtement, les joueurs qui ont quitté, c'est correct. Mais effectivement, Luis Robert et Garrett Crochet, ce sont des joueurs qui étaient... leur nom, évidemment, apparaissait dans probablement bien des listes de bien des équipes, mais on a décidé de résister. Ça ne sera pas facile les prochaines années avec les White Sox. Je regarde, moi je pense que les White Sox auraient dû agir un peu plus comme les Rays, à la limite même les Marlins à ce niveau-là. Mais bon, ça reste à voir. C'est une organisation qui se cherche actuellement. Oui, Philly est parti, on s'en doutait. De Young est parti, on s'en doutait également. Bref, soyez patients, amateurs de White Sox. Maintenant, les Tigers de Détroit. Les Tigers, Marc, ne sont pas dans la situation des White Sox. On avait des actifs. C'était pas question de s'en départir pour rien. Je fais référence à Tarik Skubal. Quand on va arriver à maturité, on veut que Skubal soit là. Je pense que je ne vois pas d'autres messages que les Tigers ont lancé à leurs partisans. Exact. Et on a maximisé Jack Flaherty. Jack Flaherty qui connaît une très, très bonne saison, mais qui semble,
semble avoir une étape des fois un peu plus fragile. On sait que ça a la constance au niveau de son rendement au fil des années aussi. Alors, on va chercher quand même deux excellents joueurs d'avenir du côté des Dodgers de Los Angeles pour Jack Flaherty. Donc, je trouve ça correct de la part des Tigers de Détroit. Fallait maximiser. Si on avait une idée en tête de ce qu'on pouvait aller chercher, on a réussi, encore une fois, deux joueurs qui pourraient être près des ligues majeures du côté que les Tigers reçoivent. Là. Oui. Bon, section ouest de la Ligue américaine, et on va commencer avec les Astros de Houston. Marc, on n'a pas eu notre premier but, Marc. Tant recherché, on va y aller avec Singleton, j'imagine, et un comité au premier but. Par contre, on est allé chercher des manches avec de l'expérience avec Kikuchi. Est-ce qu'il fallait faire un choix dans le fond des Astros? J'ai l'impression qu'on se retrouvait un petit peu dans la même situation que les Braves. On va parler des Braves tantôt. Mais tu sais, des besoins à plusieurs endroits, puis pas nécessairement en mesure de remplir tout ce qu'on voulait faire. Là. Exact. Écoute, regarde, on a payé cher pour Kikuchi. De toute évidence, on le voulait. Moi, je trouve que ça met beaucoup de pression parce que je regardais les critiques des partisans, évidemment, des Astros à la suite de cette transaction-là. On n'est pas très contents, donc, parce qu'on trouve qu'on a donné beaucoup pour Kikuchi, alors que si tu regardes statistiquement, l'ancien gaucher des Jays, écoute, il a 33 ans, c'est une location, là, il est là pour 2 mois. Alors, ça va mettre de la pression sur Kikuchi. Remarque qu'il se retrouve dans une très, très bonne équipe. On sait qu'il est capable de bien faire aussi, mais je pense qu'on aurait peut-être aimé soit en ajouter un autre ou soit un joueur de premier but, mais toujours est-il que les Astros, après un très lent début, vont beaucoup mieux, évidemment. Et là, l'expérience de tous ces gars-là qui ont été en série au cours des dernières années commence à remonter en surface. Alors moi, je m'attends à une bonne fin de saison, mais j'ai des doutes à savoir si Kikuchi aura un impact si important là, avec les Astros. Oui. Bon, ça se bat à 2 actuellement avec Seattle. Je pense qu'à Rosarena, c'est la transaction clé, Marc. Faut pas suivre son rendement global. C'était un affreux début de saison. C'était épouvantable au cours des 2 premiers mois. Et depuis le début du mois de juin, même un petit peu avant, il s'est mis à frapper comme à Rosarena dans le passé. Puis je compare un peu son acquisition à celle de Chisholm avec les Yankees. Pas juste sur le plan baseball. C'est un gars qui va amener de l'énergie à une équipe, à mon sens, qui avait l'air beaucoup trop endormie. Exact. Moi, je me demande juste si tout ça sera suffisant. Avec un Turner aussi qui s'ajoute avec les Mariners en attaque. Je me demande juste si ça va être suffisant, Alain, parce que seuls les White Sox et les Marlins ont une pire attaque. Là. Ils ont marqué le moins de points que les Mariners. Ouais. C'est sûr qu'ils sont deuxième dans le baseball majeur pour les points accordés, donc tu vas me dire ça s'équivaut un peu, mais j'espère que tu as raison. En fait, je le souhaite parce qu'Arozarena est un bon joueur et effectivement, s'il peut donner un peu de vie à cette équipe-là, tant mieux. Mais tu le sais que parfois, c'est pas toujours évident là, de faire la différence, qu'un seul joueur fasse la différence. Donc, je suis content pour Arozarena se retrouve dans une situation intéressante, dans une équipe qui peut amener en série, mais je me demande si ça va être suffisant. Je comprends que l'expression en anglais « the name of the game is pitching », puis les Mariners qui ont aussi ajouté un peu de profondeur en relève, là, sur papier, c'est excellent, mais j'ai juste, encore une fois, un petit peu mes doutes là, que l'attaque va pouvoir produire suffisamment. Là. Oui, écoute, un peu comme je disais aux Twins tantôt, Marc, dans le fond, Julio Rodriguez va revenir. Julio Rodriguez va juste à être Julio Rodriguez, ça va déjà aider beaucoup. Tu sais, Turner, il a déjà eu un impact là, dans le premier match qu'il a joué au Fenway Park. Mais, des fois, ça prend pas grand-chose. Comme je te dis, l'impact d'Arozarena va peut-être aller au-delà de son rendement avec les Mariners de Seattle. S'il est capable d'amener du monde avec lui, c'est un peu... Exact. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Alain. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Là. J'espère juste qu'on va avoir assez de temps pour stabiliser donc cette attaque. Oui. Bon, Rangers du Texas, c'est assez cosmétique ce qu'on a fait. On va se fier aux joueurs qui étaient là l'année passée. Marc, c'est pas compliqué, avec des retours au jeu. Sauf qu'on a ces 2 équipes à rattraper dans l'ouest de la Ligue américaine. On joue pas très bien actuellement, il faut bien le mentionner. Là, c'est pas de la grosse balle de la part des Rangers du Texas, pour toutes sortes de raisons. Andrew Chaffin, Carson Kelly, Lorenzen qui s'en va.
pas ce que tu penses de la situation là-bas, là, mais en tout cas, il y a un gros point d'interrogation, à mon sens, au-dessus de l'équipe des Rangers pour 2024. Bon, effectivement, écoute, on ne joue pas pour 500 encore, même si on est dans la course. On n'a pas montré beaucoup de constance cette année, mais écoute, on a quand même toute une équipe en place. Il y a le retour de Josh Young, il y a le retour de quelques vétérans aussi qui sont de retour. Donc, on ne sait jamais, mais on ne voulait pas, de toute évidence, là, bousculer ou tout ce qui se passe au niveau des joueurs d'avenir. Alors, on est resté à l'interne. C'est correct. Parfois, les meilleures transactions, c'est celles que tu ne complètes pas. Alors, on verra ce que ça va donner. Ils vont être dans le coup, selon moi, mais il va falloir commencer à jouer du meilleur baseball plus tôt que tard. Ouais. Bon, rapidement, les Aces d'Oakland, Marc, moi, c'est Brent Rooker. Est-ce qu'on demande trop pour Brent Rooker ou on pense qu'on va être bon quand... C'est que Brent Rooker va être encore là quand cette équipe-là va être compétitive? Il y a peut-être une mauvaise évaluation de nos actifs, moi, je pense. Rooker, là, il n'a pas 22 ans. Là. C'est juste ça. Il est bon. C'est sûr que les bons joueurs, tu veux les garder, mais dans le contexte actuel, je m'attends sur lui principalement en raison de son âge. C'est juste... On a peut-être passé tout droit une occasion d'avoir des actifs intéressants de d'autres. Ben, c'est pas impossible qu'on a surévalué Rooker en termes du marché des transactions pour un joueur comme lui. Puis le Mason Miller qui se blesse. Alors, ça a peut-être changé bien des plans chez les Aces d'Oakland aussi là, à ce niveau-là. Mais effectivement, moi aussi, je suis d'accord. Remarque que si on s'était fait un plan, possiblement, puis on voulait obtenir probablement des joueurs. On avait ciblé certainement un retour pour Rooker. On n'a probablement pas eu l'offre nécessaire. Écoute, ça reste à voir, mais je suis pas mal convaincu que les plans des A's ont changé là, au cours des dernières heures avec, comme j'ai mentionné, la blessure à Mason Miller et peut-être la surévaluation de Rooker. Oui. Oui, Rooker, écoute, va avoir 30 ans au mois de novembre. Donc, il ne sera pas meilleur. Et bon, je ne dis pas que le déclin va commencer l'année prochaine. Je te dis juste que donc, ça aurait été le moment. Et du côté des Angels, ben écoute, encore du surplace, Marc. Puis, comme si c'était pas assez bon terme de ce côté-là, ben Mike Trout, pour la deuxième fois en pas grand temps, sa réhabilitation a été stoppée en raison de malaise, encore une fois. Bref, pour les Angels, Marc, il va falloir être patient encore. Ah, pas évident. Vraiment pas évident. On a échangé les bras qu'on avait en relève. Ça, c'est intéressant à ce niveau-là, mais sinon, c'est pas facile. C'est pas facile du côté des Angels. Pauvre Mike Trout. Premièrement, il faudrait qu'il commence à jouer effectivement là, si on veut qu'il s'en aille ailleurs éventuellement. Oui. Fait que Luis Garcia n'aura pas été relevant numéro 1 très très longtemps avec les Angels. C'est juste ça qu'on peut dire. Maintenant, on va parler de la Ligue nationale. Du côté des Phillies, on avait déjà fait, avant leur limite, ce qu'on avait à faire, c'est-à-dire un releveur numéro 1, on l'a avec Estevez. Puis là, un joueur régulier au champ extérieur, on s'attendait peut-être à un voltigeur de centre, mais il faut se rappeler que il y a 2 ans, quand on avait acquis Brandon Marsh, c'était comme voltigeur de centre. C'est un bon voltigeur. Donc, on est allé plutôt chercher quelqu'un qui était disponible sans que ça coûte trop cher. Donc, du côté des Phillies, je pense qu'on peut dire mission accomplie. Ben oui, puis, tu sais, la transaction d'Estevez n'a pas fait beaucoup de bruit, compte tenu, évidemment, des nombreuses transactions, mais moi, je trouve que c'est en est toute une. Tu sais, c'est vraiment un bras. Ce gars-là pourrait avoir un impact important. Là. Il pourrait être l'homme de confiance. Mais j'aimerais souligner aussi, Alain, du côté des Phillies, c'est l'ajout de Tanner Banks. Et là, vous allez dire, bon, tu sais, on est allé échanger Grégory Soto, on avait besoin d'un gaucher. Je regardais les statistiques de Banks face au frappeur gaucher. Il est dominant. Non, c'est... Donc, on a vraiment ciblé et trouvé des joueurs qui vont aider de façon donc très précise la relève des Phillies de Philadelphie. Donc, pour ça, je trouve ça fantastique. Les Phillies qui... Pas nécessairement en quantité, mais certes en qualité, on fait un travail remarquable. Je suis pas encore convaincu pour Austin Hayes. Qu'est-ce que ça va donner? Mais tu l'as dit, Alain, ça n'a pas coûté trop cher. Mais c'est pas sûr que ça va être la solution au champ extérieur éventuellement. Je lui souhaite, j'espère qu'il va retrouver ses repères d'il y a une couple d'années. Mais je suis plus satisfait de ce qu'on a fait en relève que ce qu'on a fait, évidemment, en termes de joueurs de position. Là.
Ouais, ben, il a frappé son premier circuit mardi contre les Yankees, donc ça va peut-être le réveiller. Il n'a jamais changé d'équipe, Ouais. Austin Hayes. Certains joueurs réagissent Tout à fait. différemment que d'autres. On verra de ce côté-là pour les Phillies de Philadelphie. Il s'agit maintenant de savoir, dans le fond, ce qui m'intéresse, est-ce qu'Alvarado devient un spécialiste de la gauche? Tanner Banks va s'occuper de ce rôle-là. Il remplace Soto. Je regardais, tu as regardé contre les gauchers. Moi, ce que surtout j'ai regardé, c'est qu'il est pas mal plus constant quant au contrôle. Il donne pas mal moins de buts sur balle que Gregory Soto. Là. Je pense que Rob Thompson va s'arracher des cheveux un peu moins quand Tanner Banks va arriver au monticule. Les Braves d'Atlanta, il y en a qui ont critiqué les Braves, Marc, mais les besoins étaient multiples. On a parlé des Astros de Houston tantôt. C'était la même chose avec les Braves d'Atlanta. Et toi, ce que tu soulignais, et à juste titre, c'est à l'attaque que les Braves ont des ennuis cette année. Puis là, on a reconstitué le champ extérieur avec lequel on a gagné la Série mondiale en 2021. Oui, Auré Solaire qui se retrouve à nouveau avec les Braves. Alors, tu sais, c'est correct. Moi, tu sais, Antopoulos nous avait habitués au fil des années, Alain, à réagir beaucoup plus tôt, c'est-à-dire quelques jours avant la date limite. Il ne l'avait pas fait vraiment. Donc, je me demandais, est-ce que les Braves se disent, cette année, c'est le genre de saison où rien fonctionne, nos joueurs vedettes sont blessés ou n'ont pas les années souhaitées, la saison souhaitée. Mais là, avec Solaire, ça peut redonner vie. Ça peut redonner vie s'il se met à frapper, évidemment, aussi comme il l'avait fait à l'époque qu'il était avec les Braves. Écoute, il était de l'édition 2021. Je trouve ça correct. Tu sais, c'est comme... Tu regardes le classement en date d'aujourd'hui, on est là du côté des Braves. Donc, il ne faut pas baisser les bras. Puis, tu sais, on peut souhaiter voir que Olsen, qui semble s'être démarqué un petit peu plus au cours des derniers jours, dernières semaines, puisse continuer ainsi. Et on ramène Luke Jackson également en relève, qui avait fait du très bon travail aussi. Donc, regarde, pourquoi pas? Là, ça avait fonctionné il y a une couple d'années, on se réessaye à nouveau. Oui. Oui. Écoute, on va avoir un joli problème l'année prochaine parce qu'on aura un voltigeur de trop. Mais ça, c'est un problème pour l'année prochaine. C'est un peu, j'imagine, ce que Alex Antopoulos s'est dit. Et l'autre aspect, Marc, j'ai l'impression aussi qu'Alex Antopoulos a regardé le marché puis il s'est dit non, moi, je ne suis pas prêt à payer ça cette année. Là. Il y a une limite à ce que je suis capable de payer. Il connaît son réseau de filiales. Tu sais, il ne voulait pas aller, je pense, dans la même direction que les Padres de San Diego, si on veut faire une comparaison, là, dont on parlera un petit peu tantôt. Moi c'est l'impression que ça me donne. Les Mets, on se prépare pour 2025, Marc. C'était l'année passée, quand on a fait la vente, c'était le but. On est compétitif cette année. C'est exactement le même dossier que les Red Sox de Boston. Donc, des petits ajouts. On avait besoin de manches. Le dossier des lanceurs partants est problématique. Donc, on est allé chercher Blackburn des A's d'Oakland. Moi, je trouve ça intéressant. On va donner des manches. On a remplacé DJ Stewart, dans le fond, par Jesse Winker. C'est un peu ce qu'on a fait. Donc, tu sais, j'aurais aimé... On est allé chercher des bras. Rien de spectaculaire, parce qu'en relève, on est dans le trouble, là, présentement. On est allé chercher des 15e lanceurs d'autres organisations qui n'ont pas coûté trop cher. Est-ce que ça va faire le travail en appui à Edwin Diaz? On jette les dés. Moi, je pense... C'est ça qu'on a fait chez les Mets de New York. Écoute, tu sais, avec Winker, on est une meilleure équipe déjà. Là. Je pense qu'on a un frappeur qui oui. Tu sais, on a une meilleure équipe. La seule chose, c'est le dossier Pete Alonso, qui devient joueur autonome. Là, si tu parles de 2025, est-ce que ça aurait été l'occasion de faire quelque chose avec lui? Mais peu importe. Je pense qu'il faut considérer aussi le marché, Alain. Les Mets, là, t'as beau dire que tu t'en vas en 2025, tu as de l'espoir actuellement. On a joué du très bon baseball après un très, très mauvais début de saison. Là, les partisans, c'était pas le temps de vider, je dirais pas de vider, mais de liquider, par exemple, Pete Alonso. Je pense que il y a des équipes parfois, c'est ça. Il faut que tu regardes le marché actuel, tu regardes les partisans et tu te dis... Il faut y aller. Il faut quand même viser 2024, même si peut-être à l'intérieur des 4 murs de l'organisation, on est peut-être plus là pour 2025. Donc, moi, j'ai pas de problème parce que les Mets ont été plutôt tranquilles, mais les petits ajouts qu'on a faits vont peut-être donner un résultat qui peut être intéressant pour eux autres. Oui.
Oui, c'est juste la relève là, qui est un exact. gros Mais tu sais, un Blackburn, Alain, moi, c'est un gars que j'ai toujours apprécié. Il se retrouve avec... je sais qu'il a été blessé, qu'il vient de revenir au jeu, mais ça reste que c'est un... Tu sais, si ce gars-là lance moindrement comme il en est capable, ben, on vient d'avoir un gars qui lance des manches de qualité, là. Oui. Bon, les Marlins, regarde, c'est rien passé cette année. C'est un désastre annoncé. Oui, on a fait des séries l'année passée. On les a fait, disons-le, parce qu'on a été chanceux. On avait un différentiel négatif. Ça arrive dans le monde du sport, Marc. Si tout était prévisible, on n'aurait pas d'émotion, n'est-ce pas? Ni à le décrire, ni à le voir, ni à le jouer. Et dans le cas des Marlins, on pensait avoir une bonne équipe l'année passée. Ça a commencé tout croche avec le départ de Kim Inge. Puis depuis ce temps-là, on a l'impression que ça a dégringolé. Des blessures à nos lanceurs importants avant que la saison commence. Puis là, regarde, c'est la pire équipe de la Ligue nationale, je pense. Et on a fait du ménage. Chisholm est parti. Scott est parti. Scott, donnons le crédit aux Marlins. On a obtenu énormément de la part des Padres. Bon, écoute, Alain. A.J. Puck, Jazz Chisholm, Josh Bell, Trevor Rogers, Tanner Scott, Brian Hoeing, J.T. Chargois, Brian De La Cruz, Wesker Brozoban, tout ce monde-là a quitté là, dans les dernières heures. Là. Alors, lorsqu'on parle de vente de feu, là, on est pas mal là-dedans là, du côté des Marlins. Mais effectivement, le retour est quand même pas pire, Alain. Quand même pas pire là, du côté des Marlins. Mais... Tu sais, on a parlé des White Sox au cours des dernières semaines, mais c'est la même chose chez les Marlins. Cette instabilité-là, au niveau de la haute direction, ça se reflète sur tout le monde. Et à un moment donné, ça doit être un peu décourageant. Tu sais, les Rays échangent beaucoup de monde, mais ils sont de retour, évidemment, dans la course dès la saison suivante. Ce ne sera pas le cas avec les Marlins. Je veux dire, ça ne devait pas être facile d'être Skip Schumacher hier, puis d'aller dans le vestiaire et dire « Toi, viens me voir, puis toi, viens me voir, toi, viens me voir, puis tout est échangé. » Mais écoute, c'est comme ça. Il va falloir qu'à un moment donné, on solidifie un petit peu plus. Et effectivement, il y a moins d'un an, cette équipe-là est en série. Là. Ou en tout cas, il n'y a pas si longtemps. Donc... écoute, je pense que les Marlins sont en meilleure position que les White Sox. En raison, d'Alcantara qui est sur la liste des joueurs blessés, puis de quelques autres lanceurs partants là, qui n'ont pas lancé cette année. Je pense qu'on a de meilleurs actifs. N'empêche qu'au moment où on se parle, là... on va se reparler dans 4 ans, Alain. C'est absolument d'accord avec toi là-dessus. On finit avec Washington. Écoute, le gros morceau, c'est Lane Thomas qui est parti. La réaction que j'ai eue, Marc, c'est que peut-être l'année prochaine, on ne sera pas tout à fait prêt. Si on avait des plans pour l'année prochaine, je pense qu'on aurait gardé Lane Thomas. Mais, bon, j'ai l'impression là, qu'on se dit... peut-être que la reconstruction, là, ça va prendre une année de plus, peut-être 2026 plus que 2025. En tout cas, le retour est intéressant pour Lane Thomas. Certes, ça, je trouve ça très bien. Carl Finnegan n'allait pas bien du tout, Alain. C'est peut-être un gars qui aurait pu être échangé. Lui n'allait pas bien du tout en courte relève. Alors, c'est ça. Moi, je trouvais je trouve qu'on va dans la bonne direction. Là. On a quand même des bons atouts du côté des Nationals de Washington. Tu sais, Thomas n'a que 28 ans. Là, donc, c'est sûr que c'est un gros morceau qui part. Mais je pense qu'effectivement, on va viser un petit peu plus loin. Mais encore là, on a une vente à faire. C'est-à-dire qu'il faut donner de l'espoir aux partisans là, du côté des Nationals. J'ai l'impression qu'on va être peut-être un peu plus actifs cet hiver. On va peut-être attendre à cet hiver avant de réagir du côté des Nationals. Bon, section centrale. On va commencer par les Cards de Saint-Louis, Marc, qui sont allés chercher le lanceur partant dont vous avez peut-être besoin, Eric Fedé. La question que plusieurs se posent, est-ce que ce qu'il a montré depuis le début de l'année, c'est un mirage ou c'est plutôt vraiment un changement là, permanent qui s'est opéré parce qu'il a passé l'année dernière en Corée du Sud, là où il s'est refait avec un nouveau répertoire. Et ma foi, un excellent rendement avec les White Sox de Chicago. On savait bien là, qu'il était pour être disponible. Donc, les Cards de Saint-Louis sont allés le chercher. Ils ont ramené Tommy Pham, première présence comme frappeur suppléant en Grand Chelem. Donc, bienvenue pour le retour. Et départ d'Edmund et Carlson. Edmund n'a pas joué cette année. Carlson avait beaucoup moins de temps de jeu qu'auparavant. Et de toute façon, il n'y a plus de place pour lui.
qu'est-ce que tu penses des Cards de Saint-Louis? Moi, j'aurais peut-être pensé un lanceur de plus en relève qu'on aurait pu peut-être aller chercher. Bon, écoute, Alain, moi, je pense qu'honnêtement, mission accomplie. On voulait un bon partant pour appuyer les vétérans qui sont là, et Philly fait le travail. Puis oui, Alain, tu peux, à un moment donné, il y a un déclic qui se fait, il y a quelque chose qui se passe dans ta mécanique ou dans ta confiance, ou peu importe. Ça se peut qu'un lanceur, évidemment, connaisse le succès que Philly a. Moi, je pense que ça va se poursuivre. Tommy Pham, je le compare, tu as parlé d'Arose Arena puis de Jazz Chisholm. Je ne suis pas en train de comparer les joueurs, mais je parle de l'énergie. C'est un gars qui avait beaucoup de succès avec les Cards avant qu'il quitte pour plusieurs équipes. Fait que c'est le genre de gars, tu sais, que tu as parlé d'Edmund qui n'a pas joué. Ben, c'est un peu ce qu'il amenait avec les Cards, alors que là, ben, il n'a pas joué. Donc, on vient combler quelque chose de le fun du côté des Cards de Saint-Louis. On devrait y aller le tout pour le tout, là, parce que, bon, Goldschmidt ne rajeunit pas, Arenado non plus. Mais Fede peut venir vraiment donner un coup de main à cette équipe-là. Oui, puis Marc, pour compléter avec Eric Fede, là, les Cards ont complété leur quintette de trentenaire là, comme partant. Il a 31 ans. Et il sera le plus jeune des 5 partants des Cards de Saint-Louis. Exact. Je veux dire ça comme ça. Et jusqu'à maintenant, ça a fonctionné au-delà des attentes avec des Cards. Les Pirates de Pittsburgh maintenant, écoute, c'est pas mauvais ce qu'on a fait. Moi, j'aime le fait qu'on est allé chercher De La Cruz. Brian De La Cruz, on avait besoin de puissance chez les voltigeurs. Les voltigeurs, on ne produisait pas beaucoup de puissance. Fait que ça, je trouve ça bien du côté des Pirates de Pittsburgh. C'est une équipe... Sans être un grand partisan des Pirates, là, moi, depuis que les Andy Van Slyke, puis lorsque Barry Bonds est arrivé, puis le passage de Russell Martin, ils ont des plus beaux stades. J'aimerais voir cette équipe-là être dans la course. J'aime ce qu'ils font depuis certains temps. On joue au-dessus de 500. On n'est pas loin, on est dans la course. Et De La Cruz va certes aider la cause des Pirates de Pittsburgh. Oui, le seul petit hic dans une équipe jeune comme ça, j'aurais aimé ça voir un... Bon, ça aurait coûté plus cher, tu vas me dire. J'aurais aimé ça voir peut-être quelqu'un avec une approche un peu plus, je te dirais, professionnelle au bâton. C'est pas monsieur plus sur balle, là, Brian De La Cruz. Il a de la puissance, mais tu sais, son MPP+, là, même malgré la saison qu'il connaît, c'est en bas de 100. Ça démontre un manque de connaissance de la zone des prises ou un manque de volonté là, de laisser passer des tirs. C'est juste ça que j'aurais aimé ça voir avec les Pirates de Pittsburgh là, présentement, parce que là, on a une base qui est quand même pas mal. Ce qui a fait mal un petit peu, là, c'est moi, j'avais des plus grosses attentes pour Suwinski qui est retourné dans les ligues mineures, malheureusement. Mais bon, peut-être qu'on se dit aussi que c'est pas cette année, là, chez les Pirates. Ça, c'est un autre aspect. Là. Pour ce que tu en penses, là, mais. Bon, écoute, Alain, on est dans le coup. Là. Les Pirates sont pas. Il faut pas gaspiller ce genre de saison-là. Là. Les Pirates de Pittsburgh qui sont 3 matchs au-dessus de 500, qui ont un différentiel. À moins 4, donc on n'est pas si pire à ce niveau-là. On est dans la course pour les équipes repêchées. C'est peut-être pas toutes les années qu'on se retrouve au 31 juillet dans une situation de la sorte. Moi, je pense qu'on souhaiterait que ça se poursuive, mais c'est une organisation on y va année par année, Alain, à ce niveau-là. Là. Ouais. Bon, Brewers de Milwaukee, Marc, on est allé chercher un autre partant, Frankie Montas. Bon, au bâton, on se fie à ce qu'on a. Ça se déroule bien jusqu'à maintenant. La progression de Chourio, je pense, a convaincu l'organisation d'y aller avec les joueurs en place. Je parle de Chourio, je pourrais parler de Bryce Terang qui, l'année passée, ne faisait pas grand-chose à l'attaque et qu'on utilise même parfois comme premier frappeur. Donc, oui, on avait besoin de lanceurs partants. Sévarley, c'est une autre acquisition qu'on a fait. Il ne va pas très, très bien. Mais du côté de Frankie Montas, c'est un autre gars qui lance des manches. Exact. On est allé chercher un peu de profondeur, mais c'est clair qu'on aime ce qu'on a mis en place. Puis tu sais, Alain, ça dépend de chacune des équipes, ça dépend, les situations sont différentes partout, mais on voulait peut-être pas non plus briser ce qu'on a. Là. On a quelque chose, tu as parlé de Chourio, tu as parlé de Terang, il y a quelque chose d'intéressant avec les Brewers de Milwaukee, donc on était satisfait. Il faut dire que Pat Murphy fait un travail remarquable à la barre de cette équipe-là, à sa première année à la barre des Brewers de Milwaukee. Oui. Bon, Cincinnati,
je comprends pas l'acquisition. Bon, qu'on échange Montas, c'est une chose. Qu'on aille chercher, Joey Wiemer, qui a déjà été un prospect de premier plan. Marc, dès le départ, tu n'as pas été vendu, tu n'aimais pas sa technique au bâton. En fait, c'est vrai qu'il bougeait beaucoup, là. Faut quand même l'admettre. Mais c'est parce qu'on a des joueurs de position, puis des jeunes. On en a plein chez les Reds de Cincinnati. Au champ extérieur, tu as Friedel, tu as Benson, Urtubise, Reese Hines qui est venu cette année. Là, Wiemer vient de s'ajouter à ça. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de ce genre de joueur? Il me semble que même un prospect moyen au monticule aurait servi davantage à cause des Reds. C'est juste le retour, moi, sur lequel je me pose des questions. Ouais, je suis pas sûr que je veux dire, je pense pas que c'est le joueur convoité. Je pense que c'est plus Montas qui quittait à ce niveau-là. Très décevant quand même du côté des Reds. C'est une saison, moi je les voyais pratiquement lutter pour la première place. Écoute, ils ont un différentiel qui est positif. Les Reds et les Brewers, c'est le seul différentiel positif de la division actuellement. Mais on n'est pas loin de quelque chose de vraiment le fun du côté des Reds. Mais il manque cette espèce de constance ou de présence peut-être de vétérans. Je ne sais pas, mais... il manque un petit quelque chose pour passer là, à la prochaine étape. Oui, écoute, il y a eu des partants qui ont été blessés. Nick Lodolo, là, lui, Hunter Green, là, en santé pendant une saison complète, là, je pense que tu montes d'une coche. Puis tu en as d'autres. Williamson n'a pas lancé cette année, Marc. Tu sais, Ashcraft, ça a été des hauts et des bas. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant quand même. Puis Matt McLean, Marc, qui a été superbe comme recrue l'année passée, n'a pas joué cette année. Donc, tu sais, puis je suis même pas sûr qu'Eddie Delacroix jouera à l'Areco si McLean était en santé. Rappelle-toi, c'est lui qui était là l'année passée. Bon, les Cubs de Chicago, on se prépare pour 2025, Marc, c'est pas compliqué. Avec l'acquisition de Paredes, je ne sais pas si on a coupé l'herbe sous le pied d'autres équipes en faisant son acquisition. On se doutait qu'il était pour être disponible. Mais de le voir passer aux Cubs, écoute, c'est parce que les Rays ont eu le retour qu'ils voulaient, c'est-à-dire un potentiel avec Christopher Morel. Oui, ben écoute, les Cubs, eux, on peut vraiment se dire qu'ils se positionnent pour 2025. Ça c'est assez évident. Là. Il y a d'autres équipes, c'est un peu moins évident. Dans le cas des Cubs, c'est le cas. Pas une saison qu'on aurait souhaité, évidemment, mais on a encore une fois, on vient de parler des Reds, les Cubs, c'est la même chose. On a des éléments qui sont en place, qui sont fort intéressants, qui pourraient permettre à cette équipe-là de, encore une fois, de passer au prochain niveau parce que il y a du potentiel là, chez les Cubs de Chicago. Moi, j'aime la ligne du centre. Il y a des choses que j'aime beaucoup avec cette organisation-là. Je les voyais avec une meilleure fiche en début de saison. Oui, il y a eu des blessures là aussi, mais des blessures, il y en a dans toutes les équipes. Mais au moins, on a pris une décision, je pense, administrative, qu'on se positionne pour 2025. Alors, Paredes, évidemment, qui va faire partie des plans et qui va venir peut-être stabiliser au troisième but. En fait, on espère qu'il aura la constance qu'il a eue cette année. Il était au match des étoiles pour les Rays. Là. Oui, absolument. On va passer dans l'ouest de la nationale des Dodgers. À mon avis, c'est l'équipe qui a gagné le plus en gagnant, en fait, la loterie Jack Flaherty. S'en va avec les Dodgers de Los Angeles. On a aussi tricoté d'autres choses d'intéressantes. Michael Kopech, je ne suis pas sûr, Marc, si on ne tentera pas de le ramener comme lanceur partant l'année prochaine. Il a déjà été partant avec les White Sox de Chicago avec un certain succès. Et on a ajouté de la profondeur. Ahmed Rosario, c'est la deuxième année de suite qui se trouve à mi-saison avec les Dodgers. Edmund, c'est pas pour tout de suite. Kiermaier, c'est une option chancante qu'on s'est donnée. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'ont fait les Dodgers de Los Angeles en donnant, quelques prospects, mais pas leurs prospects de premier plan là, pour obtenir ces joueurs-là. Non, on a fait du beau travail. Puis, si j'avais à cibler, Alain, un joueur, il y en a eu beaucoup de transactions, puis il y en a qui vont décevoir, il y en a qui vont, au contraire, faire un travail remarquable. Mais, un joueur comme Kopech, là, les Dodgers sont bons, Alain, d'aller chercher un joueur parce qu'il y a un des meilleurs bras du baseball. Là, et je pense que sa qualité de son bras ne fait pas de doute. Puis s'il y a une organisation qui est capable de prendre un gars comme lui puis peut-être le faire passer justement à un autre niveau et d'être le lanceur dominant que les White Sox ont toujours souhaité, ce sont bien les Dodgers. Alors, on parle beaucoup de Flaherty et pour cause. Et Flaherty, on l'avait mentionné lors de notre dernier balado qui était
qui avait un beau mariage avec les Dodgers. Mais moi, je pense que Michael Kopech pourrait devenir le joueur clé dans tout ça. Et effectivement, on verra comment on l'utilise. Est-ce que c'est en relève? Est-ce que c'est comme partant éventuellement? Mais c'est vraiment un bras de qualité que moi, j'ai toujours aimé. Et j'ai l'impression qu'avec les Dodgers, ça pourrait débloquer davantage. Et évidemment, la profondeur. J'aime beaucoup ce que Gavin Lux est en train de faire. Éventuellement, on a le retour de Mookie Betts. Alors, c'est intéressant là, du côté des Dodgers. Ils ont certes comblé des besoins qu'ils avaient besoin justement de... pour leur permettre de s'assurer, évidemment, de gagner le championnat, mais d'aller plus loin aussi cette année. C'est pas une question de gagner le championnat de la saison, mais bien d'aller plus loin en série aussi. Oui. Écoute, il y a 2 ans, Kopech, 25 départs, 3,54 moyenne de points mérités avec un ratio de coureur qui était intéressant à 1,19. Donc, moi, en tout cas, j'ai l'impression que ça me donne, c'est que ça va être ça au releveur numéro 1. Je pense que ce ne sera pas quelque chose entre les deux. Ils n'en seront pas la 6e puis la 7e avec l'étoffe qu'il a. Je pense que ce serait du gaspillage, à mon sens. Mais ce sera à venir. Bon, les Padres de San Diego, encore une fois, Marc, depuis 3-4 ans, on y va à coup de transactions au cours desquelles on donne beaucoup de jeunes. On y va pour l'immédiat pour les Padres de San Diego. Marc, tu peux faire ça 1 année, 2 ans, 3 ans. Tu as besoin de faire les séries parce que c'est dangereux à long terme, le jeu auquel se prêtent les Padres. Moi, en tout cas, c'est mon avis. Ben, écoute, Alain, en 2024, parce que je vais inclure évidemment la transaction de Dylan Cease, là, mais pour obtenir Dylan Cease, Luis Arraez, Tanner Scott et Brian Hoeing, les Padres, dans tout ça, là, ont échangé 12 de leurs 15 principaux prospects. Et c'est pas la première fois qu'ils le font. Là. C'est comme, je veux dire même la 3e fois au cours de peut-être des 6-7 dernières années. Écoute, c'est osé. C'est osé, mais écoute, ils ont remporté mardi soir un match où ils sont revenus de l'arrière. Est-ce que ce sera suffisant? Chose certaine, c'est pas par le manque d'effort de trouver des solutions parce qu'on veut rattraper les Dodgers, on veut jouer dans la cour avec les Dodgers, on veut être en mesure de passer à travers la première ronde si on se rend en série. Alors, écoute, c'est une très, très bonne équipe. Je pense qu'ils pourraient faire encore mieux en termes de rendement. Il y a toujours, on dirait qu'il manque toujours cette... Tu sais, quelque chose qui colle, là, qui permettrait aux Padres d'en gagner à un moment donné 12 sur 15, là, puis vraiment là, partir sur une lancée. Mais ceci étant dit, regarde, c'est 7 matchs au-dessus de 500. C'est un différentiel, évidemment, qui est positif, nettement positif. Donc, il y a un beau potentiel. Maintenant, est-ce qu'on est capable, dans les 2 derniers mois, là, vraiment de se donner un air d'aller? Là, ben là, ça reste à voir. Bon, ça va dépendre peut-être des Diamondbacks d'Arizona. La principale acquisition, c'est Josh Bell, même si les Marlins laissaient aller. C'est que on a un problème au premier, c'est que Christian Walker, blessure à l'oblique. Marc, on ne sait pas combien de temps que Walker va être à l'écart du jeu. Ça peut prendre plusieurs semaines. Lui qui allait très, très bien encore une fois. Oui, en relève, on s'est donné un petit peu de profondeur aussi. AJ Puck notamment, qui est un très bon bras. Là encore, chez les Diamondbacks, on ne voulait pas toucher au cœur les jeunes talents. Là, il n'était pas question de toucher à ça chez les Diamondbacks de l'Arizona. Non, et c'est sûr. Et écoute, évidemment, la transaction de Bell, a fait quelque part, heureusement que Walker s'est blessé juste avant la date limite, parce que pas sûr qu'on serait allé chercher un Josh Bell, tu comprendras. Donc, ça aide évidemment les Diamondbacks à réagir là-dessus. C'est une bonne équipe. Ils jouent du bien meilleur baseball depuis quelques temps. J'espère juste que la perte de Walker, qui allait très bien, est-ce que Bell peut la combler suffisamment pour permettre évidemment aux Diamondbacks de rester dans la course. On était allé chercher donc une coupe de releveurs, c'est correct. On s'est rendu en série mondiale avec la majorité de l'équipe qui est en place actuellement. Là. Donc, là aussi, un peu comme les Padres, j'ai hâte de voir si on est capable, dans le dernier droit, là, dans les 2 derniers mois de la saison, de se donner du bon baseball suffisamment là, pour se démarquer, certainement parmi les équipes repêchées. Là. Oui, écoute, chez les Diamondbacks, il y avait un peu de profondeur à l'avant-champ. Si on avait eu à piger pour se renforcer,
c'est peut-être là. Bon, je pense à Jordan Lawler ou encore Blaze Alexander là, qui ont joué cette année. Ou ça aurait pu être Perdomo, Marc, on avait parlé l'année passée. Perdomo qui aurait pu être disponible en raison justement des jeunes qui poussaient. Mais visiblement, les Diamondbacks ont décidé d'aller ailleurs. On va terminer avec les Giants et les Rockies. Il n'y avait pas grand-chose à donner de la part de ces deux équipes-là, Marc. Juste surpris qu'est-ce que Mark Canha s'en va faire à San Francisco. J'ai aucune espèce d'idée. Non, moi non plus, je n'ai pas compris celle-là. Bon, c'est ça. Une faveur, peut-être? Une faveur, puis peut-être qu'on lui a promis de le retirer des 40 joueurs éventuellement pour qu'il soit disponible pour une équipe pour pas cher. Je ne sais pas, mais bref. En donnant Solaire, le message, c'est que, regarde, on pense que ça va être trop difficile de remonter pour une place dans les séries cette année. C'est un peu le message. Colorado, on le sait qu'on se prépare pour les prochaines années. Il y a beaucoup de jeunes, peu de vétérans qui étaient disponibles pour les autres équipes. Oui, exact. Et dans le cas de Solaire, écoute, même les Braves n'ont pas donné grand-chose. C'était surtout, là, on a pris le salaire de Solaire là, du côté des Braves. Là, c'est ce qui a permis là, donc aux Braves de l'obtenir sans trop payer. Alors, écoute, effectivement, pour les Rockies, c'est un peu triste, mais là aussi, j'ai l'impression qu'on peut s'en aller dans la bonne direction. Voir cette organisation-là être un peu meilleure, mais n'ont pas été très actifs, évidemment, dans le marché actuel là, de cette période de transaction. Oui, écoute, c'était très actif. C'est quoi qui a fait en sorte, selon toi, Marc, contrairement à l'année passée, où pas tout, mais il y a une bonne partie des transactions qui ont été faites, là, je dirais à la mi-juillet ou à peu près, alors que là, tout le monde était en mode attente. Est-ce que c'est le prix payé qui a fait en sorte qu'on a attendu, puis finalement on dit, bon, OK, je vais le payer le prix, là. Oui, absolument. Le prix à payer était élevé. Tu sais, Alain, le fait qu'on a beaucoup d'équipes qui sont dans la course pour une obtention pour une place en série parmi les équipes repêchées, ça change un peu le portrait d'une période de transaction comme ça. Tout le monde se regarde un peu et effectivement, là, soudainement, il y a une transaction ou deux, puis ça dicte le marché, puis après ça, on s'en va. Puis là, l'évaluation rapide du personnel qu'on a en place, est-ce que nos joueurs d'avenir sont bons, sont moins bons? Bon. Mais ce que je retiens, c'est qu'évidemment, Alain, on aura du travail à faire, moi puis toi, parce que plus de 50 releveurs, donc je l'ai mentionné, ont changé d'équipe. Il y a beaucoup de jeunes joueurs d'avenir. On va repositionner, évidemment, le réseau de filiales chez certaines organisations, parce qu'on s'est rempli pour certains, vidé pour d'autres. Mais je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun parce qu'il y en a eu beaucoup de transactions. Ça veut dire que il y a beaucoup d'équipes qui veulent... trouver une place en série, ça, c'est bon pour le baseball. Alors, tant que, il n'y a pas trop d'équipes qui ont vendu tant que ça. Évidemment, les deux équipes de la Floride, ça, c'est sans surprise. Là, puis évidemment, les White Sox. Mais je suis content de voir qu'il y a plus d'équipes qui achètent, qui vendent. Et là, ça va nous donner droit à, je pense, une bonne fin de saison. Puis ça va être le fun d'évaluer les transactions qui ont été faites. Est-ce que ça a été bon? Est-ce que ça a été moins bon? Parce que, faut se le dire, il y a eu des risques là, qui ont été pris par plusieurs équipes. Quand tu prends des décisions comme celle des Padres depuis quelques années, tu as besoin de faire des séries, Marc. Je veux dire, tout ce qui n'est pas séries éliminatoires, là, ça va être un échec. Oui, absolument. Il y a des organisations comme ça, comme les Pirates, eux autres, ils se disent, est-ce qu'on y va cette année, pas cette année, c'est moins clair, mais c'est ça la beauté, c'est que tu as 30 équipes qui agissent différemment, il n'y a personne qui agit comme les Rays, heureusement qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui font comme les Marlins et les White Sox. Alors, on est là-dedans, puis c'est ça la beauté d'une ligue de 30 équipes, c'est qu'il y a des philosophies différentes, puis à un moment donné, il y en a une qui fonctionne mieux que d'autres. Bon, écoute, Marc, ça a été un long tour d'horizon créé par des 48 heures qui ont précédé leur limite de transaction qui ont été assez occupées, merci. Donc, écoute, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de changement de joueur. Tout joueur qui va être retiré de la liste des 40 joueurs pourra changer d'équipe. Donc, par le ballottage. Mais des transactions directes, ça, c'est terminé. Exact. À un moment donné, moi, je me rappelle, Marc, quand j'étais jeune, c'était le 15 juin qui était la date limite pour effectuer des transactions. À un moment donné, c'était le 31 août. Par la suite, tu avais des transactions sur des joueurs qui avaient passé par le ballottage. On a simplifié ça, Marc. Je pense que c'est pour le bien du baseball. Bien honnêtement, là,
Je pense que... Oui, parce que les deux dates, les fameuses 2 dates de transaction de limite, là, ça mélangeait tout le monde. Là, c'est une date, effectivement. Mais tu l'as dit, il pourrait y avoir d'autres changements en raison des joueurs placés au balotage. Oui, voilà. Voilà ce qui complète. J'espère que ça vous a aidé à vous faire votre opinion sur ce qui est arrivé au cours de ces 48 dernières heures, même tout au long du mois de juillet, parce que ça a commencé évidemment un peu plus tôt. Il reste encore 2 mois de bon baseball. On verra qui aura remporté ce derby de transactions. Ça fait que 2 mois de bon baseball qui nous attendent avec les séries éliminatoires. Là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine. Notre prochain compte complet, comme à l'habitude, ce sera ce lundi. À très bientôt.